Au Mali, l'armée veut limiter la perte de ses soldats dans les attaques djihadistes. Le haut commandement a décidé de regrouper ces unités isolées et exposées aux attaques après la mort de plus de 40 soldats lors d'un récent assaut terroriste. En République démocratique du Congo, des tensions ont éclaté au sein de la coalition au pouvoir qui réunit les forces de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Et puis la Bolivie n'a plus de président depuis hier. Evo Morales, qui occupait le fauteuil présidentiel, a démissionné. Il n'a pu résister à une contestation qui secouait le pays suite à l'organisation de l'élection présidentielle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, l'armée veut limiter les pertes de ses soldats dans les attaques djihadistes. Le haut commandement militaire a décidé de regrouper ses unités isolées et exposées aux attaques. Une mesure qui intervient après la mort de 40 soldats dans un assaut terroriste survenu le 1er novembre dernier. L'armée malienne a annoncé se replier de ses positions isolées exposées aux attaques djihadistes près de la frontière du Niger et du Burkina Faso pour se regrouper sur des places plus fortes après 2 assauts très meurtriers. Cette décision a déjà été appliquée à 3 postes et d'autres vont suivre, a indiqué l'armée sur son site internet. Indeliman, dans l'est du pays, a essuyé le 1er novembre une attaque qui a coûté la vie à 49 soldats, selon les autorités. Un mois plus tôt, une quarantaine d'hommes au moins ont été tués dans un double assaut contre les positions militaires à Boulkessi et à Mondoro, près de la frontière du Burkina. Ce sont les pertes les plus lourdes essuyées par l'armée malienne depuis plusieurs années. La dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et la dureté des revers subis ont renforcé les interrogations sur la faculté de l'armée à faire face aux agissements djihadistes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait indiqué avoir ordonné l'élaboration d'un nouveau concept opérationnel. Dans un souci de reconsidérer notre posture opérationnelle sur le terrain, les unités isolées vont être regroupées en points d'appui et centres de résistance, a dit l'armée. Cette décision s'inscrit dans l'exécution d'un nouveau concept d'opération qui vise à mieux adapter la stratégie à la menace des terroristes et autres narcotrafiquants. Il n'est nullement question d'abandonner les populations, a rassuré l'armée. En bref, en République démocratique du Congo, la station Radio Luemba, engagée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, a annoncé ce lundi qu'elle cessait d'émettre par peur de représailles ayant déjà coûté la vie à l'un de ses journalistes. Le 2 novembre dernier, un animateur de Radio Luemba, Papi Mahamba, avait été tué dans sa maison par des inconnus. Son épouse a été blessée et sa maison incendiée par les mêmes agresseurs. Le directeur de la radio, lui, affirme avoir déjà échappé à 2 tentatives d'enlèvement. La direction de la radio regrette l'inaction des autorités et compte reprendre ses activités après la restauration de l'autorité de l'État dans la zone. Restons en République démocratique du Congo où des tensions ont éclaté dimanche au sein de la coalition au pouvoir. Cette coalition, faut-il le rappeler, réunit les forces de l'actuel président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Des précisions à travers cet élément. Le responsable du parti de Félix Tshisekedi et de sa coalition CAP pour le changement CASH, Jean-Marc Kabound, a annoncé l'arrêt de toute discussion avec le Front commun pour le Congo FCC pro-Kabila. Vice-président de l'Assemblée nationale, Kabound accuse des individus d'avoir brûlé une affiche de Tshisekedi à Kolwezi dans le sud-est sur la base d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Dans son tweet, il juge inacceptable que l'affiche ait été brûlée au nez et à la barbe des responsables de l'ANR, le service des renseignements et de la police. Par conséquent, nous avons arrêté toute discussion avec le FCC jusqu'à ce que les responsabilités soient établies, ajoute-t-il. Le gouverneur pro-Kabila de la province a affirmé que des portraits de Kabila ont également été déchirés. Il a qualifié ces atteintes aux effigies de Tshisekedi et Kabila de coups de folie qui doit s'arrêter tout de suite,
puisqu'à Kolwezi, nous avons besoin de la paix. Il ne faut pas jouer avec le feu, a-t-il ajouté dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il a agité le spectre des violences communautaires qui ont déchiré le Katanga au début des années 90 et qui avaient divisé les Luba, la communauté d'origine du président Tshisekedi. Le FCC condamne les actes répréhensibles de ces dernières 72 heures posés par les militants des différents bords, a également déclaré son porte-parole. L'investiture comme président de l'Est opposant Tshisekedi le 24 janvier dernier a marqué la première transition pacifique dans l'histoire du Congo. Son prédécesseur conserve une vaste majorité au Parlement, le poste de Premier ministre, les 2/3 des ministères au sein du gouvernement et la majorité des postes de gouverneurs dans les 26 provinces. Après 2 reports, le Cameroun a finalement annoncé la tenue d'élections législatives et municipales le 9 février 2020. Une date annoncée alors que le pays est confronté à une grave crise dans ses zones anglophones et fait également face aux attaques djihadistes de Boko Haram. La présidence camerounaise a annoncé la tenue de ces scrutins les premiers en 7 ans dans un décret publié ce dimanche. Élu en 2013, le Parlement camerounais n'a pas été renouvelé en 2018, le président Paul Biya ayant décidé de proroger le mandat des élus dans un pays ébranlé par des questions sécuritaires. Si l'élection présidentielle s'est bien déroulée en 2018 et a conduit à la réélection du président Paul Biya, la participation avait chuté dans les régions anglophones où le conflit entre indépendantistes et forces armées a fait 3000 morts depuis 2 ans selon des ONG. Elle a ainsi atteint 5% dans le nord-ouest, soit près de 10 fois moins que dans l'ensemble du pays. En outre, la réélection de Biya au pouvoir depuis désormais 37 ans a déclenché une grave crise politique au Cameroun. Le candidat arrivé 2e, Maurice Kamto, a contesté le résultat et évoquait un hold-up électoral lors de marches organisées par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Ces manifestations pacifiques avaient conduit à son emprisonnement en janvier. Depuis sa sortie de prison début octobre, Maurice Kamto a tenté à 3 reprises de tenir des meetings publics sans obtenir l'autorisation des autorités. Jeudi dernier, il s'est cependant rendu en silence à Bafoussam, ville de l'Ouest où 43 personnes sont mortes dans un éboulement fin octobre. Dans cette région dont il est originaire, il a été acclamé par la foule. Contacté, le secrétaire général du MRC a affirmé que le parti avait besoin de temps pour réfléchir avant de donner sa position sur les élections. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a proposé son chef historique Rachid Ghannouchi pour le poste de président du Parlement. L'annonce a été faite à Tunis lors d'une conférence de presse animée par le chef de l'organe consultatif du parti. Les détails. Arrivé en tête des législatives tunisiennes, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a indiqué ce dimanche qu'il proposait son chef historique Rachid Ghannouchi pour le poste de président du Parlement et répétait vouloir un Premier ministre issu du mouvement. Le parti Ennahda n'a en revanche toujours pas indiqué à quelle personnalité il souhaitait voir confier la tâche de former un nouveau gouvernement. Il a pour cela jusqu'à vendredi prochain. Devant la presse, Abdelkarim Harouni, le chef du conseil de la Choura, l'organe consultatif du parti, a affirmé que le nom de Rachid Ghannouchi avait été précédemment suggéré par le conseil de la Choura pour tenir ce rôle. Mais il a finalement été décidé de donner la priorité au gouvernement. Début novembre, Ennahda a dévoilé un programme qu'il souhaite faire signer, après concertation, par toutes les composantes du futur gouvernement. Ce programme se concentre sur la lutte contre la corruption et la pauvreté, le renforcement de la sécurité, le développement de l'éducation et des services publics, ou encore l'augmentation des investissements. Ennahda devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le tout nouveau gouvernement. Cette formation a exclu des négociations avec le parti Calme Tounes, arrivé 2e des législatives avec 38 sièges et présidé par l'homme des médias controversé Nabil Karoui, et le parti d'Estouriens libres de l'avocate anti-islamiste Abir Mossi, qui compte 17 sièges. À noter que le nouveau Parlement doit tenir sa première session plénière mercredi prochain.
En Algérie, l'ancien Premier ministre Ali Benflis, candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, a présenté son programme ce week-end. Il s'est engagé à satisfaire les revendications de la révolution s'il était élu. Reportage. Le Conseil constitutionnel algérien a officiellement retenu ce samedi les dossiers de 5 candidats à l'élection présidentielle, dont celui d'Ali Benflis. Ce dernier s'est d'ailleurs engagé ce dimanche, lors de la présentation de son programme d'urgence nationale, à satisfaire les revendications de la révolution s'il est élu, s'adressant au mouvement de contestation populaire dont le pays est le théâtre depuis le 22 février. Mon programme est un programme d'urgence nationale sous la forme d'une transition globale ayant pour but la modernisation politique, la modernisation économique et sociale de la nation. Candidat à 2 reprises contre le président déchu Abdelaziz Bouteflika, Ali Benflis s'est notamment engagé à dissoudre le Parlement et à promouvoir une nouvelle constitution dans une volonté apparente de donner des gages aux manifestants qui refusent la tenue du scrutin. Selon la radio nationale, la campagne électorale débutera le 17 novembre prochain. Hors du continent africain, la Bolivie n'a plus de président depuis ce dimanche. Evo Morales, qui occupait le fauteuil présidentiel, a fini par démissionner. Il n'a pu résister à une contestation qui secouait le pays suite à l'organisation de la dernière élection présidentielle. Voici les images. Segundo, convocar. Il aurait voulu se maintenir au pouvoir, mais la contestation qui secoue le pays a fini par l'emporter. Evo Morales, le président de la Bolivie, a démissionné ce dimanche. « Je renonce à mon poste de président », a déclaré le chef de l'État au pouvoir depuis 2006. La journée du dimanche a été décisive. L'Organisation des États américains a appelé à la reprise du scrutin. Un peu plus tôt, c'est le président en personne qui offrait un dialogue national. Mais le coup fatal a été porté par l'armée et la police qui lui ont retiré leur soutien. Evo Morales s'est donc retrouvé de plus en plus isolé alors que la crise politique s'accélérait brutalement dans le pays. L'annonce de sa démission n'a pas tardé. Plusieurs ministres, des députés ainsi que des sénateurs lui ont emboîté le pas. La police a arrêté la présidente du tribunal suprême électoral sur ordre du parquet. Dans les rues, des milliers d'habitants ont déferlé pour célébrer le départ de Morales, agitant le drapeau bolivien. En revanche, à La Paz et à El Alto, 2 villes favorables à Morales, l'annonce de sa démission a été accueillie par des violences. De nombreux autobus ont été incendiés, ainsi que des domiciles de personnalités opposées au président. La Russie a dénoncé lundi les violences orchestrées selon elle par l'opposition en Bolivie pour forcer le président Evo Morales à la démission, qualifiant les événements d'un coup d'État. Les violences ont fait 3 morts et 383 blessés. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.